Cela fait plus de 10 ans que Mitsubishi roule avec son Outlander PHEV. Ça a été l'un des premiers SUV du segment CD à disposer de cette technologie. Oui, mais là, il est enfin temps de passer à autre chose. Cette autre chose, c'est ça, la nouvelle génération de l'Outlander. Alors, qu'est-ce que ça cache? Quelle est sa puissance? Quelle est sa technologie? Le style, le confort, et ben tout ça, c'est rendez-vous juste après le jingle. La 4e génération de l'Outlander passe vraiment d'un style plutôt assez jovial à quelque chose d'assez monolithique. C'est plutôt robuste, c'est plutôt costaud. Il a même un air d'Amérique. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ça fait déjà quelques années qu'il existe déjà la base, donc sur le continent de l'oncle Sam. Sauf que pour les Européens, les Japonais nous ont concocté quelque chose d'un peu plus fluide et surtout technologiquement plus abouti. Alors si on se penche sur cette face avant, c'est ça qui va caractériser le plus cette nouvelle génération d'Outlander. On retrouve quoi? Ici, les blocs optiques qui sont vraiment là sur les côtés et qui sont plutôt assez massifs, alors qu'on a tendance aujourd'hui à avoir des petites lames pour les optiques. Là, ici, on a droit à un immense bloc. Pour tout ce qui est style plutôt acéré, ça va surtout se proposer ici avec les fameuses lames. Ils appellent ça le Dynamic Shield, le bouclier dynamique. Wow. Non, ça, c'est vraiment une caractéristique des Mitsubishi depuis déjà plus d'une décennie, voire peut-être 2. En plein centre, et après, pas de travail particulier. On a une grosse calandre plaquée de noir qui cache ici et là les petits systèmes d'aide à la conduite, une partie basse, quoi, rien de très expressif. C'est pas forcément élégant à l'européenne, mais ça a du chien, ça a vraiment une gueule en soi. C'est vraiment particulier, mais en effet, moi je trouve vraiment qu'il a une petite gueule d'Amérique. Il vous semble long ce nouveau Outlander? Oui, en effet, il gagne quelques centimètres en longueur puisqu'il fait 4,72 m en largeur et aussi en hauteur. Mais ce qui va caractériser son profil surtout, c'est quoi? C'est ce capot extrêmement horizontal, presque abrupt en bout et les gros passages de roues ici, là, c'est vraiment assez spectaculaire. Et tous les panneaux de carrosserie sont plutôt du genre assez fluide, pas trop de traits de caractère. Tout simplement, on en a ici au niveau des passages de roues et la ligne ici qui est assez fluide, qui est assez longue, qui donne un petit côté plongeant, mais le travail reste assez simple. C'est assez étrange parce que c'est vraiment à l'antinomie de la face avant. Et l'arrière, comme vous pouvez le voir, rien à voir avec le tempérament très musculeux, très américain que vous avez sur la face avant. Ici, pareil, vous avez des panneaux assez simples, un bouclier, pareil, d'une belle couleur unie, très peu de travail sur la carrosserie, quelques lignes de caractère ici et là, et des fameux optiques arrière, voilà, en petite lame horizontale, donc qui est beaucoup plus dans le commun aujourd'hui des modèles que vous avez un peu partout. Il y a même un petit air de Nissan, je trouve, là-dessus. En tout cas, voilà, c'est beaucoup plus simple, moins chargé qu'à la face avant, et c'est là où on voit qu'il y a une sorte de double caractère dans ce Outlander, en tout cas au niveau du style, parce que à l'intérieur, c'est très japonisant. Alors, à l'intérieur, comment ça se passe? Regardez, c'est vraiment quelque chose d'assez rare, assez différent, car vous avez quelque chose d'assez presque vieillot dans le style, mais alors c'est un mauvais qualificatif puisque j'aurais plutôt dit old school. Voilà, c'est plutôt un arrière old school. Comment ça? Déjà, ça commence par une console centrale qui est énorme. Voilà, il n'y a pas de trou ni quoi que ce soit pour mettre des choses dedans. C'est très classique. Vous avez voilà un petit vide-poche ici. Ici, vous avez dans notre version une charge d'induction, seulement une, et des plastiques qui sont mélangés avec du cuir. Vous avez du glossy là, un petit guillochage façon aluminium, mais c'est en plastique. La molette ici qui va vous servir pour gérer les fonctions de motricité et le lever de vitesse. L'autre chose qui est importante ici, c'est que on est comme dans une voiture américaine. Ils aiment les gobelets, ils adorent boire et manger dans leur voiture, donc ça c'est essentiel. Et ça y est.
Allez, on va passer sur la planche de bord, parce que il faut vraiment en parler. Elle est plutôt assez simple, jolie, assez fluide. C'est horizontal. Comme je disais, c'est très old school dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à faire des circonvolutions, plusieurs panneaux, des choses complexes à voir ou intégrer de la lumière. Non, c'est assez simple. Vous avez juste la matière différente, des couleurs différentes. Et ici, là, cette bande qui reprend ici un côté glossy, on a presque l'impression d'avoir une bande entière de ventilation, mais pas du tout. Et donc, ce qui trône au centre, ça reste voilà, cet écran multimédia qui est plutôt assez réactif, mais clairement, ça reste du japonais, donc le multimédia à l'intérieur n'est pas vraiment génial. Donc, passez sur votre téléphone Apple CarPlay ou Android Auto, c'est 10 fois mieux. D'ailleurs, je fais ça dans toutes les voitures, hein, donc c'est aussi simple que ça. Ceci dit, vous avez des boutons de raccourci et c'est ça qui rend allez, il est presque ergonomique. Pourquoi? Parce que donc, on a des petits boutons raccourcis, par exemple, comme pour la caméra. C'est essentiel dans un véhicule de ce gabarit-là d'avoir des caméras et caméras 360, c'est juste impeccable. Donc, on a aussi d'autres raccourcis hein, avec vous voyez qu'on peut changer de vue, donc c'est vraiment très bien. Un petit bouton, un vrai petit bouton pour le son. Voilà, ça c'est génial. Vous voyez, c'est assez réactif, hein, je touche ça depuis tout à l'heure. Et l'autre chose qui est essentielle pour moi et qui est très bien, c'est ça, là, cette partie-là, là, c'est tout simple. Voilà, bah, c'est la ventilation. Ça manque dans beaucoup de voitures, bah, eux ils l'ont gardé et pour une fois, chez les Japonais, bah, c'est plutôt assez qualitatif ce qu'ils ont mis en place. Et vous avez le chauffage, vous avez également la ventilation des sièges. Ah, si c'est pas beau ça. Bah oui, il est ultra équipé. D'ailleurs, quand on parle de siège, un petit tour là sur le siège, regardez-moi ça. Là, pareil, avec ce cuir qui est assez joli et il est ventilé, perforé, chauffant. Le maintien est assez étrange, on s'y habitue. On a eu du mal à vraiment bien s'installer, mais on y est. Et après coup, c'est plutôt, bon, moi je trouve ça plutôt pas mal. Le poste de pilotage, bah, le volant, lui aussi, il n'y a pas trop de boutons. C'est plutôt assez bien foutu. On la maintient bien et vous avez un cockpit digital qui est configurable, mais pas du tout à souhait. Il ne fait pas grand-chose. C'est juste voilà, un petit impadis. Bon, c'est un truc normal, quoi. Pas de rien de spécial à noter. Moi, j'aime bien les contreportes. Tout est assez propre, tout est assez clair. C'est plutôt bien fait. À l'arrière, c'est une bonne surprise, en tout cas au niveau de l'espace au genou. Regardez, j'ai un bon 15 cm, 1,80 m devant, 1,80 m derrière. Et la garde-toit est raisonnable. C'est pas non plus Byzance, mais ça va, c'est raisonnable. Donc c'est entre guillemets suffisant. On profite dans notre version haut de gamme de ce grand toit panoramique. Et comme dans toutes les voitures dignes de ce nom, vous avez le droit aussi à ça, mais qui veut pas se mettre. Si c'est ça, si c'est ça. Voilà, regardez, qui donne accès directement au coffre. Alors ça, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. C'est très américain ça. Je sais pas parce qu'ils ont des trucs à faire derrière, je sais pas trop. Donc en tout cas, voilà ce qui se passe derrière. L'assise en soi est un peu ferme et plate, donc ça va bouger à l'arrière. Ça, ce serait peut-être des choses à revoir. Comme on a une version haut de gamme en plus du cuir, ces choses-là, on a droit à quelques petites attentions, hein, comme ces petites choses-là. Et on a le droit aussi à des sièges chauffants à l'arrière. Les deux sièges à l'arrière sont chauffants. Et vous avez donc une clim qui est dédiée rien que pour l'arrière. C'est plutôt pas mal. Allez, on valide certaines choses, mais vraiment le côté siège un peu trop ferme, c'est un peu dommage. Et comment ça se passe dans le coffre? Eh ben, le coffre, c'est une autre question. Donc à l'arrière, c'est pas la crise du logement, mais par contre, dans la soute à bagages, à savoir que si on a l'ouverture facilitée grâce au haillon électrique dans la version la plus haut de gamme, c'est pas Byzance. Alors, il manque pas du tout de profondeur, vous voyez, c'est bien profond, par contre, c'est la hauteur qui est pas terrible. Vous savez pourquoi? Parce que juste ici, là, vous avez la fameuse batterie du système PHEV, et elle prend beaucoup d'espace, ce qui fait que ce coffre dispose que de seulement, alors je dis seulement parce que s'il est juste dans la moyenne du segment, de 470 litres. C'est voilà, c'est moyen. Ça pourrait être mieux, hein, mais c'est moyen, mais l'avantage c'est qu'il est plutôt assez carré et que vous avez les systèmes pour hop là, ça se voit même pas. Voilà,
Voilà, pour les sièges, ceux qui, voilà, bon an mal an, quand vous faites descendre des sièges, et là, donc on a un plancher plat, on arrive quasiment à 1400 litres dans la globalité. Regardez comme c'est beau, 1400 litres. Bon, ça c'est pas non plus un déménageur encore, hein. Mais bon, voilà. Au moins, il y a un peu d'espace pour emmener les bagages. Il faudra quand même se contenir quand même, hein. Moi, je vais dire à maman, « maman, tu ramènes pas tout ça. » Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot de cette Mitsubishi PHEV nouvelle génération? C'est ça la bonne question. Bah oui, à savoir que si on a l'impression d'avoir à peu près le même système hybride que l'ancienne génération, tout a été entièrement retravaillé. Tout commence par quoi? Par ça là. Le moteur thermique, ça reste un 4 cylindres atmosphérique de 2,4 litres, mais il développe aujourd'hui 136 chevaux et 205 Nm de couple. Bon, ça, c'est pas la révolution, on est quasiment sur des petits ajustements au niveau de ce moteur. Par contre, vous avez un générateur qui est intégré dans la boîte de vitesse, vous avez un moteur à l'avant de 116 chevaux et 255 Nm de couple, et à l'arrière, vous avez 136 chevaux et un peu moins de 200 Nm de couple, 195 pour mémoire. Mais vous avez surtout une batterie de un peu plus de 22 kWh brut, ce qui lui permettrait officiellement de dépasser les 80 km. Mais ça, c'est un test qu'on va faire juste après dans les essais. Alors, 306 chevaux hybrides, ça donne quoi chez Mitsubishi et surtout sur ce Outlander? Si on se concentre sur le groupe moteur thermique et électrique, bah, c'est plutôt assez fluide. On est vraiment plutôt agréablement surpris, même avec cette boîte de vitesse CVT, ça n'a pas tendance à exagérer le regain de puissance et l'effet moulin comme chez Toyota. Il faut vraiment appuyer très fort pour vraiment avoir ce côté moulin comme je suis en train de le faire là. Et ce qui est surprenant, c'est que ça, si ça manque de sensations pures, brutes, comme dans un thermique, ça monte assez vite la vitesse. C'est là où je suis le plus surpris. On voit très bien la puissance des deux moteurs électriques qui se combinent et qui envoient vraiment des watts. C'est vraiment pas mal. Aucun problème donc pour doubler un camion. Je l'ai fait quelques fois là sur ces petites routes de montagne. C'est vraiment assez efficace. Et le 0 à 100, on le répète, c'est exécuté en un peu moins de 8 secondes d'après la fiche technique. Dès qu'on met le mode de conduite tarmac, on a vraiment toute la cavalerie qui est présente, aussi bien thermique que électrique. Et là, on ressent vraiment la puissance venir, bien que c'est un peu comme dans une voiture électrique, ça reste quelque chose de feutré alors qu'on va très vite. Donc c'est là où il faut faire attention et de pas se laisser emporter et griser par la vitesse. Parce que même si ce châssis est vraiment surprenant, il est vraiment extrêmement rigide, sans pour autant perdre de son confort, c'est vraiment ça qui me surprend le plus. Même d'ailleurs, là, sur les petits pavés de route portugaise, ça cogne pas du tout, il n'y a pas de bruit de mobilier particulier, donc c'est vraiment plutôt assez propre, c'est surprenant. Et ben, sachez que vous avez surtout un châssis donc extrêmement rigide, qui est capable de faire des choses vraiment merveilleuses grâce à son système de propulsion à 4 roues motrices. Et le système de traction intégrale est vraiment bluffant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, sur les routes de montagne, on ressent vraiment le système qui est capable de gérer la propulsion aussi bien sur le train avant et le train arrière, pour vous donner le plus de puissance possible, mais aussi sur les courbes comme celle-ci. En accélérant, vous avez le train gauche ou le train droite qui est capable d'enrouler un peu plus. Vous voyez là, hop, ça enroule. On accélère, ça enroule, ça pousse un peu plus sur le côté extérieur, ce qui vous permet de vraiment faire pivoter la voiture. Et ben c'est extrêmement efficace alors qu'on est sur un véhicule de un peu plus de 2 tonnes et un SUV familial. On a presque l'impression qu'ils ont été chercher ces gènes un peu GTI chez une Lancer Evolution. C'est vraiment super impressionnant, ça marche très très bien. Vraiment l'un des meilleurs SUV au niveau comportement dynamique. Je suis surpris, je pensais pas que ça allait être ça. Mais non, il travaille super bien. Là, c'est vraiment grâce à ce système électronique de la gestion des 4 roues motrices qui fait vraiment un très bon travail, qui est vraiment capable de vous sortir voilà, d'épingle
à vitesse grand V et de réaccélérer. C'est comme si vous aviez un autobloquant presque. Donc c'est vraiment pas mal. Alors qu'il n'y en a pas. C'est juste une gestion des freins. C'est vraiment bien. Donc ça, c'est à noter. Un SUV PHEV, l'un de ses attraits, c'est son autonomie électrique. Alors, on fait un petit rappel, une batterie d'un peu plus de 22 kWh, ce qui officiellement nous permettrait de dépasser les 80, voire de surfer avec voire de flirter avec les 90. Alors, sachez qu'il faudra plus compter entre 60 et 70 dans la vie de tous les jours avec, ce qui est pas mal pour une telle batterie, ce qui le place dans la bonne moyenne de tous ces nouveaux SUV familiaux PHEV. Parlons des consommations, surtout batterie vide. Car, ok, on connaît ses compétences maintenant électriques, mais batterie vide, qu'est-ce que ça donne? Sachez qu'il faudra à minimum compter entre 6 litres et demi et 8 litres, ça dépend des conditions de roulage, de moyenne. Ce qui le place plutôt dans la moyenne plutôt haute en consommation. C'est pas le plus frugal de tous. Malheureusement, il a une tendance à un peu surconsommer à batterie vide, même si ces 2 tonnes sont dans la bonne moyenne. Pas super efficient là-dessus. Ça reste un moyen bon, mais c'est pas génial. D'autres savent faire vraiment mieux. Et même des full hybrides savent faire vraiment mieux, par exemple comme un Renault Espace 200 E-Tech qui lui va consommer entre 5,5 litres et 6 litres. Et surtout, il ne faut pas oublier, on est dans une Mitsubishi. Et Mitsubishi, c'est par exemple le Pajero. C'est une vraie marque spécialiste du franchissement et du 4x4. Et ben, l'Outlander nouvelle génération ne fait pas du tout pas de figure face aux meilleurs de la catégorie, bien au contraire. C'est un vrai tout-chemin extrêmement performant. D'ailleurs, tout son système 4x4 électronique est capable de gérer les situations que vous soyez sur du gras mouillé, sur de la neige ou sur, comme ici, là, une sorte de boue épaisse et gluante. C'est très impressionnant. Il est vraiment capable de gérer tout ça avec facilité. Voilà, c'est l'un de ses atouts maîtres de ce SUV, c'est qu'il porte très bien son nom. C'est un faux 4x4, un 4x4 sportif moderne. Et ça, franchement, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Il gère super bien. C'est super plaisant. Alors, si tout à l'heure, je vous ai dit que l'ergonomie était très bonne au niveau global de la planche de bord, du volant et ces choses-là, j'avais juste pas tenté de désactiver les ADAS. Vous savez, les pénibles alertes de survitesse, alertes d'attention ou le ping-pong entre les voies. C'est juste l'enfer. C'est pas du tout bien géré. C'est bien trop sensible. Il suffit juste, par exemple, pour l'alerte du conducteur de tourner, de regarder juste comme quelqu'un de bien conscient l'autre rétroviseur. Il va vous dire, ah, mais regarde devant toi, regarde la route. Non, c'est juste extrêmement mal réglé, mal peaufiné. Et en plus, pour les enlever, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est un très gros point négatif. À revoir, mais rapidement, les gars, rapidement. Ça va pas du tout. Il nous faut un raccourci, là, hop, on appuie longtemps et on met son profil. Comme sur Renault, ah bah d'ailleurs ça tombe bien, vous pouvez utiliser la technologie Renault. Eh oui, faites-le. Quand je vous dis qu'il a des vraies compétences de 4x4, regardez là le petit guet qu'on va passer. Allez, je crois que je vais mourir, mais j'y vais. Non, j'y vais pas. Hein. Non, j'y vais pas. Non. Un point négatif, moins pour ceux qui habitent dans le véhicule que ceux qui sont à l'extérieur. La marche arrière, écoutez ça. On ne peut pas terminer cet essai sans parler de quoi? De la chose qui fâche le plus, c'est quoi? Ce sont ces prix, ces tarifs. Alors, sachez que là, notre version, c'est le haut de gamme. Techniquement, aujourd'hui, Mitsubishi vous en demande 66 000 €. Alors, ça vous paraît un peu cher? Sachez que là où c'est super intéressant, c'est qu'ils ont pensé
au ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, lui, est à un peu plus de 51 000 €, mais vous avez une promo en ce moment pour le lancement qui fait descendre la facture à 49 900 €. Alors là, par contre, il y a une chose qui est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que un SUV D très bien équipé à 50 000 € avec un moteur hybride rechargeable de 300 chevaux, là, c'est une bonne affaire. Il se place plutôt contre des SUV du segment inférieur, du segment C, et souvent full hybride. Par exemple, puissance et à des tarifs beaucoup plus élevés. Oui, c'est là une bonne affaire en entrée de gamme. C'est pas le cas d'une version, mais celle-ci, elle est plutôt très intéressante. Tout de même. Alors, faut-il craquer pour ce SUV, ce nouveau Outlander PHEV? Alors c'est vrai qu'il a des atouts. Ses atouts les plus marquants, c'est sans nul doute son système hybride qui est réputé extrêmement fiable, tout en sachant qu'il est tellement fiable que Mitsubishi France se permet de vous le garantir 8 ans ou 160 000 km. Vous avez le système hybride rechargeable qui est maintenant largement plus compétent, hein, un peu plus de 60 km, et si vous faites que de la ville, en effet, on va pouvoir atteindre les 80 km sans trop de problèmes. Mais en plus, vous avez un véhicule avec 300 chevaux qui sont plutôt assez présents, assez faciles à conduire. Ça, c'est très surprenant. Et les cerises sur le capot, elle est là, c'est que c'est plutôt plaisant à conduire quand vous avez des routes de montagne et qu'il n'y a personne dedans. Et là, vous vous prenez pour un pilote de rallye, comme pouvaient l'être, par exemple, les Mitsubishi Pajero de rallye ou les Lancer Evolution. Alors, le défaut particulier, son haut de gamme est un peu trop cher. Par contre, son entrée de gamme est vraiment accessible. Ça, c'est très intéressant. Vous avez surtout le truc le plus pénible, c'est les ADAS qui n'arrêtent pas de couiner, faire coin à l'asiatique. Ça fonctionne pas du tout. Il faut absolument les régler. Et il faut en plus un bouton pour les désactiver, ou en tout cas un mode qui s'enclenche facilement avec toutes ses préférences, parce que c'est juste insupportable à chaque démarrage. Il faut faire trop de manipulations à la chinoise. Ça, c'est vraiment à vous dégoûter presque de la voiture. Donc, en tout cas, à mon avis. Vous avez aimé cette vidéo? Alors un petit pouce. Vous n'avez pas aimé? Un petit pouce quand même, les gars, parce qu'on n'est pas là pour rien quand même. Surtout, la meilleure des choses, abonnez-vous. On espère que vous allez nous suivre. On a plein de vidéos plus ou moins abouties qui arrivent et des grosses productions qui, elles, sont franchement abouties. Mais quoi qu'il en soit, nous, on s'amuse. On espère que vous allez vous amuser avec nous et surtout prendre de l'information et peut-être trouver votre future voiture. Allez, à très vite. Abonnez-vous, hein. Allez, à plus. Ciao, ciao.